bonjour et bienvenue dans cette deuxième émission de Carter et Piston. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour les innombrables messages d'encouragement que j'ai reçus au terme de la première émission. Vous avez été plus de 24 000 à suivre cette première via Facebook et plus de 2 000 en déclenchement direct sur YouTube. Merci vraiment et continuez surtout parce que j'ai toujours besoin de vous. Pour cette deuxième émission, je me trouve chez BMW Bruxelles qui m'accueille pour vous parler un petit peu de l'actualité de BMW et de ce qui se passe un peu au niveau 2018 dans cette marque. Mais avant tout, je voudrais que nous allions ensemble chercher un peu de soleil. Je vous emmène au bord du Pacifique pour essayer la nouvelle Triumph Speedmaster Bonneville. Un peu de soleil, ça va nous faire du bien. Plage le long du Pacifique, cet immense Pacifique derrière moi. Ça nous change évidemment des 2 degrés que nous avons pour le moment chez nous, des risques de neige, de verglas, de tempêtes et des embouteillages. Là, je suis seul sur cette plage, c'est quand même assez fantastique. Donc nous allons tout doucement nous diriger vers nos montures, la Triumph Speedmaster Bonneville 1200. C'est en fait pour ça que nous sommes ici. Et donc sans trop de mauvaise volonté, je crois qu'on va se laisser faire, on va enfiler un cuir, un petit casque bien sympa. Allez, à tout de suite. La Speedmaster vient s'inscrire dans la lignée du bobber. Elle offre une ligne plus classique avec ses chromes et ses jantes à rayons. Un double disque à l'avant est là pour veiller au grain. Et dans sa livrée bicolore, je la trouve vraiment très réussie. Mais surtout par rapport au bobber, elle offre une place passager. Bon d'accord, elle n'est pas très large. C'est le 1200cc de la Bonneville qui équipe cette Speedmaster. Ce nouveau moteur offre 10% de couple de plus que la T120 et 42% de plus que la Speedmaster 2015. Ce bicylindre refroidi par eau développe 77 chevaux. 2 modes de conduite sont disponibles, ainsi qu'un traction control et un cruise control pour les longues lignes droites. Pas mal ici quand même. Première partie du trip, donc on a quitté l'océan pour monter vers l'intérieur du pays sur des routes juste somptueuses. Et donc pour le moment, c'est une moto qui n'appelle qu'au ride parce que nous sommes ici dans des portions très sinueuses, même relativement rapides. Et là, la moto sort complètement de son contexte. Elle est un peu trop lourde pour ça. Elle touche au niveau des pose-pieds très vite. Et donc on est rappelé à l'ordre constamment. Donc le but est de ne pas forcer l'allure, mais de continuer à s'amuser et prendre du plaisir dans des paysages juste extraordinaires. Donc on va continuer cette magnifique balade pour probablement arriver fin de journée au bord de l'océan où on aura peut-être la chance d'y être avant le coucher du soleil. Allez, à tout à l'heure. Belle surprise pendant le lunch, belle surprise que je partage avec vous, c'est cette Indian de 1944, entièrement dans son jus et qui roule au quotidien. Moto qui fait partie de la même famille depuis 1944. Incroyable. Bon, nous continuons notre petite balade et là nous sommes au cœur des États-Unis, au cœur de l'Ouest et on traverse des petites bourgades qui sont juste magnifiques avec cette allée centrale et cette petite vie paisible qui s'écoule.
Voilà donc à la fin d'une magnifique journée qui nous a emmenés un petit peu en dehors de la côte, dans les montagnes autour de San Diego. On s'est régalé sur des petites routes pleines de virages, dans des paysages juste sublimes. Et on termine ici, sur la côte, le Pacifique dans mon dos. Et je vous offre un tout petit morceau du coucher de soleil. Bon, tout ça est anecdotique évidemment, parce que ce qui compte, c'est ça. C'est la Speedmaster, la nouvelle Triumph, 1200 cm3. J'ai évoqué tout à l'heure, à mi-journée, plus ou moins déjà mon ressenti de cette moto. Eh bien, en fait, je confirme. Donc, moto qui est faite pour la balade, moto qui est faite pour le ride, et avec laquelle on prend beaucoup de plaisir à enchaîner les courbes doucement, en troisième ou en quatrième, parce que ce moteur offre beaucoup de couples. Beaucoup de couples, 4500 tours, on est au maximum du couple, donc ça ne sert à rien de cravacher cette moto. Peu importe sur le rapport sur lequel on se trouve, il suffit d'ouvrir et la moto vous propulse jusqu'au virage suivant. J'ai aimé la position de conduite, j'ai aimé le caractère moteur, j'ai aimé le freinage, j'ai un peu moins aimé la garde au sol, mais ça, une fois qu'on enlève cette moto de son contexte, forcément on arrive assez vite aux limites, mais elle n'est pas faite pour ça, je le répète. Et finalement, j'ai apprécié aussi le fait que cette bonne ville n'est plus faite pour le plaisir solitaire, mais la balade à deux. Alors à bord de mer, à deux, un coucher de soleil, une Triumph. Je crois que je vais allumer un petit feu et me faire griller peut-être un petit quelque chose en dégustant une petite bière au coucher de soleil. Je sais pas vous, mais moi ça me tente. Je vais rester ici un petit peu. Ouais, c'est pas mal quand même le Pacifique. Bon, ici nous sommes chez BMW Bruxelles. J'ai le plaisir d'accueillir Christophe Weerts, qui est le porte-parole de BMW Belux et avec qui je vais avoir le plaisir de m'entretenir pour qu'on discute un petit peu de BMW, de son actualité et de ce qui se passe en 2018 pour une marque qui, en 2017, a raflé quand même la palme. Effectivement, 2017 a été une année exceptionnelle pour BMW, en Belgique, au Luxembourg, mais dans le monde également. Donc là, on compte fermement sur l'année en cours pour arriver une fois encore à faire mieux. Absolument. Et donc, on peut quand même révéler un petit peu. On a vendu pratiquement 3000 BMW sur l'année 2017 pour le territoire ici. En deuxième place, étonnamment, on retrouve Yamaha, qui a fait un score plus qu'honorable, et Honda qui traîne un peu la patte, alors que depuis, on ne va pas dire des décennies, c'était quand même cette marque qui terminait en tête des ventes. Alors ça a surpris pas mal de monde, effectivement, de voir BMW en tête du classement général, puisque en tête des plus de 500, c'est le cas depuis de très nombreuses années. On domine de la tête et des épaules, si je peux dire. Mais de là à prendre la position de numéro 1 au classement général, c'était encore du jamais vu en ce qui concerne la Belgique. Alors oui, c'est une belle année. On a une gamme qui est de plus en plus large. Mais malgré cela, on a encore des vedettes qui continuent à performer aussi bien en 2017 qu'au cours des années précédentes. Absolument. Et en parlant de vedettes, les incontournables reines maintenant du goudron, parce qu'au début, ce n'était pas vraiment leur terre natale, c'est la R1200 GS et la R1200 GS Adventure, qui, il faut bien l'avouer, au fil des années, sont devenues de plus en plus routières et peut-être de moins en moins trail. Aussi par rapport à l'utilisation moyenne que les gens en ont, c'est-à-dire qu'on roule beaucoup plus sur route que sur terre. Ouais, je dirais qu'effectivement, c'est plus une question de volonté de l'utilisateur que de capacité de la machine. On organise chaque année le GS Trophy avec des 1200 GS, des 1200 GS Adventure, des 750, des 850 également, mais on se rend compte qu'on peut faire quasiment tout ce qu'on veut en Gueulande 2. Mais je trace aussi, donc en terrain et en route avec les 1200. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, comme on peut tout faire avec ces motos, qui peut le plus, peut le moins, forcément, ça parle à beaucoup de monde, que ce soit les naveteurs, que ce soit les gens qui veulent se faire plaisir le week-end, que ce soit les gens qui partent pour les vacances. On part seul, on part à deux, on part avec les valises, on profite du soleil, on n'est pas embêté par la pluie, on fait vraiment tout ce qu'on veut avec cette moto. Et puis surtout, c'est une moto qui se remet en question en permanence, on ne cesse de l'améliorer de façon à apporter les nouvelles technologies. On en a notamment en termes d'appel d'urgence, puisqu'on a le fameux e-call qui sera obligatoire dès cette année pour les autos. Nous avons innové déjà avec les séries K il y a plus d'un an, nous le faisons maintenant
avec les 1200 GS également. Et donc la technologie suit, et c'est une des raisons pour lesquelles elle reste leader. Oui, tout à fait. On aura l'occasion d'en reparler, à mon avis, de la technologie chez BMW, parce que c'est un cheval de bataille, je crois. C'est quelque chose d'essentiel pour nous. On a été les premiers à apporter l'ABS, on a été les premiers à mettre l'ABS en datation standard sur des motos. On est effectivement des pionniers. On a le freinage qui est régulé dans les virages, l'anti-dérapage. Donc on fait vraiment beaucoup pour la sécurité. On veut que les utilisateurs de BMW Motorrad soient aussi heureux sur la moto qu'ils sont sûrs sur leur moto. Bon, mon cher Christophe, je te propose de nous évader sous des cieux plus propices, encore qu'aujourd'hui il fait grand bleu, Exact. Pour aller découvrir et essayer à Tenerife la dernière Harley-Davidson Sport Glide. Tu es un peu Harley-Davidson? Tu peux peut-être pas le dire. C'est moi mon style, objectivement. D'accord. Ok, bah écoute, tu vas voir une moto quand même étonnante. Je suis curieux. On découvre. Bon, bien, nous voilà pratiquement au sommet du TED, évidemment. On ne va pas monter jusqu'au-dessus. On est sur cette magnifique île de Tenerife. Des paysages juste extraordinaires. Et puis surtout, on essaye une moto qui est une Harley-Davidson Sport Glide. Et la frontière est mince entre le tourisme et le sport. Mais c'est une moto qui en a vraiment des aptitudes. Des aptitudes de sportif, parce que franchement, on a tenu un rythme qui n'était pas vraiment lent, et c'est une moto qui supporte ce genre d'allure. Donc bon confort de selle, bon comportement de la moto, et jusqu'à présent pas grand chose à lui reprocher. Donc on est à mi-course, on s'est arrêté pour le lunch, et on va continuer cette balade qui va nous ramener le long de la côte, et qui j'espère confirmera le bien qu'on pense de cette moto, qui personnellement je la trouve très très belle dans cet habillage. Et elle cadre parfaitement dans ce paysage. On pourrait se croire aux États-Unis. On l'admire parce que franchement, ça vaut le détour. On va continuer la petite balade, on se revoit tout à l'heure. Oui, donc quelle magnifique journée on a passé au guidon de cette Sport Glide. Alors, un peu un mariage des genres, parce que cette moto est à la frontière entre le sport et le grand tourisme. On a passé 200 km aujourd'hui, un peu plus à mon avis. On est à Tenerife sur des routes juste fantastiques en termes de qualité de route, mais aussi en termes de virage. Moto très étonnante d'agilité et qui finalement sort un peu du cadre d'une Harley-Davidson. Je ne vais peut-être pas me faire des amis, peut-être que ma tête sera mise à prix après cette émission, mais on se demande si Harley-Davidson n'a pas réussi à faire des motos. Je m'explique. En fait, cette machine ne ressemble plus à une Harley-Davidson dans son comportement, bien dans sa ligne, vous la trouvez comme moi, j'espère magnifique parce qu'elle l'est vraiment, mais elle a un comportement d'une moto moderne, d'une moto qui est capable de tout faire, de vous emmener sur les petites routes, de faire du ride,
et aussi de prendre un peu d'angle, de faire des gros freinages avec un châssis qui suit. Suspension réglable, nouvelle fourche. On a ici une petite bulle qui nous donne de l'aérodynamisme et de quoi emmener quelques bagages. Il est évident que quand on part du côté tourisme, on trouve qu'à 100-120 km/h, on pourrait peut-être avoir une meilleure protection. Mais en fait, cette protection existe puisque un pare-brise plus haut est disponible dans la gamme des accessoires de chez Harley-Davidson. Donc on est en présence du Milwaukee 8 qui est cube à 107 inches. On pourrait se dire, tiens, pourquoi ne pas avoir 1114 ? Il y a une différence d'une centaine de centimètres cubes. Est-ce que ça se justifie ? Sincèrement, cette moto est pleine de couple. À 80 km/h, on est à 1800 tours en 6e et ça repart. Donc on est vraiment sur une moto qui à un moment donné n'appelle qu'à une chose. Quand on est ici en bord de mer, c'est à la balade et à s'en mettre plein les yeux. Et puis en montant sur les petites routes, à un moment donné, on oublie un petit peu qu'on est sur ce type de machine et on va envoyer un peu du plus lourd. Alors, d'origine, cette moto est livrée avec la bulle et les sacoches. En moins d'1 minute, vous enlevez la bulle et vous enlevez les sacoches pour vous faire une street bike, en fait, qui deviendra un peu plus urbaine, en tout cas, et un peu moins grand tourisme. Donc voilà une moto à la carte que vous pouvez moduler selon vos envies, avec laquelle vous pouvez emmener madame, qui est bourrée de coupe, bourrée de charme. Sincèrement, c'est une très bonne moto. Alors, après autant de kilomètres sur des petites routes, on pourrait se dire, tiens, la position, moi je ne préfère pas une moto avec les pieds en avant, je trouve que le dos encaisse beaucoup de choses. Ici, en fait, la moto ne m'a donné aucun signe de fatigue. Je suis ici après 250 km, vous me direz, les conditions sont idéales, mais on est vraiment sur quelque chose de performant. Et finalement, j'ai pas grand-chose à lui reprocher à cette moto. Vraiment pas grand-chose à lui reprocher. Donc peut-être un peu plus de protection si je veux faire des bornes. Il existe évidemment pour emmener madame un sissi bar qui se met ici derrière, qui lui permet d'appuyer son dos. Et pour le reste, je me demande quand même si elle ne ferait pas tout son effet dans mon garage. Mais, ah oui, 18 500 €. Ouais, non, je vais attendre un peu. Ça va pas le faire ça. En tout cas, super machine, super moment qu'on a passé ici. Et donc c'est Sport Glide, sera disponible en concession dès le mois de mars ici. Disponible en noir, en gris et dans cette magnifique couleur rouge. Et donc moi je ne vous conseille qu'une chose, c'est d'aller essayer cette moto parce que vous serez surpris de son comportement. On n'est plus vraiment sur une Harley. Alors les puristes, les anciens vont me dire, tu dis n'importe quoi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Peut-être, oui, peut-être. Mais enfin, en attendant, je crois que cette moto correspond au plus grand nombre. Et finalement, elle ne fera peut-être qu'une chose, c'est agrandir la famille. Alors est-ce que ce n'est pas le but finalement, d'avoir une famille un peu plus étendue? Je vous le demande. Ben oui. Bon, si vous êtes incontestablement en tête des ventes pour le moment, tous segments confondus, dans le domaine des grosses cylindrées, et particulièrement du custom, il faut quand même avouer qu'Harley-Davidson est relativement indélogeable. Pourtant, vous avez quand même une offre intéressante avec le Bagger qui est sorti fin d'année dernière et qui vient quand même marcher littéralement sur les plates-bandes d'Harley-Davidson. Bon, alors c'est vrai qu'on n'a pas cette tradition des gros customs comme on les connaît aux États-Unis. On n'a pas tout à fait le même type de route ici en Europe non plus. Néanmoins, on a déjà une petite histoire puisqu'on a eu la R1200C il y a une grosse quinzaine d'années. Et puis là, comme vous dites très justement, nous avons relancé la Bagger sur le marché et qui s'est vue adjoindre déjà d'une nouvelle version puisqu'on a la version Grand America qui arrive cette saison. Et donc, oui, il y a quelque chose dans l'esprit BMW, dynamique, mais qui peut effectivement intéresser des gens qui seraient tentés par d'autres marques. Maintenant, il est un fait qu'on ne peut pas réussir dans tous les segments. Vous faites carton plein avec les routières et les GS. Il est vrai que le segment du custom, on peut le regarder dans le résultat des ventes, est pris principalement, uniquement par Harley-Davidson, qui jouit d'une image de marque qui n'est peut-être pas toujours justifiée. Et là, de nouveau, ce n'est qu'une question d'appréciation personnelle. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que ce n'est pas bien. C'est un monde tout à fait à part et qui est parallèle, en tout cas, à ce qu'on peut retrouver chez BMW, dans le sens où BMW, par la multiplication de ses ventes, fait aussi, c'est une sorte de famille. Alors,
D'abord, on respecte parfaitement tous les concurrents et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde sur le marché. Il en faut pour tous les goûts et heureusement, je dirais que tout le monde n'est pas amoureux d'une seule et même marque. Il faut changer, il faut espérer que les gens prennent du plaisir et c'est ce que nous voulons fournir également. Nous avons la volonté d'avoir une famille la plus large possible. C'est pour ça que nous avions cette image, je dirais carrément pépère. Il y a 25 ou 30 ans, on a évolué vers du plus sportif, après avoir commencé avec énormément de succès avec les GS. Souvenons-nous du Dakar, notre Gastounet, Oriol, et puis Sainct plus récemment. Et puis on est allé vers le sport, la BMW Boxer Cup. Et dans le sport, même si on n'était pas vu comme les numéros 1, je pense qu'on a marqué pas mal de points avec la WR qui est arrivée sur le marché. Et puis plus récemment, l'arrivée de la quasi Superbike HP4 Race, qui est une petite merveille de technologie et de sportivité. Donc oui, pour ce qui est du bagarre, nous pensons que nous avons aussi une carte à jouer et qu'en fonction du caractère des uns ou des autres, du type de route où les gens vont vouloir rouler, on peut offrir une alternative aux marques américaines qui existent. Une famille a plusieurs lignées en fait. Alors une famille a plusieurs lignées, effectivement, les descendances ne sont pas forcément les mêmes, mais il y a toujours l'ADN qui existe, la sécurité, le plaisir de conduire, la fiabilité des motels qui font qu'on a une famille qui s'élargit de plus en plus. Autre chose, maintenant, chez BMW, depuis quelques années, la gamme 90 est apparue, qui a été déclinée sous différentes formes, en partant de l'originel, de la Sport, de la Pure, du Café Racer. Donc maintenant, toute une gamme existe. Une gamme, évidemment, où la customisation et la personnalisation est à l'ordre du jour. Et je me demande, par mon expérience, si au fil du temps, on ne va pas avoir une sorte de courant où la customisation et la facilité de personnalisation à modèle ne sera peut-être pas plus importante que la performance pure. Finalement, prendre de l'âge, ça a du bon, ça donne de l'expérience, c'est très très bien vu. Non, effectivement, c'est tout à fait exact. Et nous avons d'ailleurs lancé un programme de personnalisation de nos motos, Specialized, qui permet d'avoir des pièces montées à l'usine en direct et qui permettent de personnaliser sa moto. Alors, on sait, le motard aime bien de faire beaucoup de choses lui-même, mais le motard aime bien aussi d'avoir des garanties, d'avoir une garantie qui court longtemps. Et ici, on peut vraiment personnaliser sa moto comme bon semble au motard. Et c'est quelque chose vers quoi nous dirigeons de plus en plus, parce qu'on sent qu'il y a une demande. Avoir le succès qui vient d'être évoqué, de celui de notre gamme héritage avec les 90, ça ne se dément pas. C'est vraiment un des centres d'intérêt pour les motos BMW. Oui. Et histoire d'initialiser le mouvement, vous avez créé un concours entre vos différents dealers pour customiser une 90. On y va. Bon, on est ici dans le Brand Store de Bruxelles. C'est une moto par concessionnaire. Et l'idée, c'était aussi de les motiver à travailler en équipe, de pouvoir trouver des idées au sein de leurs équipes. Ils font un boulot remarquable pour l'entretien des motos, mais ils n'ont pas toujours l'occasion de développer une bécane. Ça occupe les hivers. Alors ça occupe les hivers exactement, parce que c'est sûr qu'avec des temps comme on connaît, c'est un peu plus compliqué et c'est peut-être moins sécurisant de rouler pour l'instant. Et donc c'était une occasion pour eux de pouvoir faire preuve de créativité, d'être bien occupés et de mettre les produits en avant, mais non seulement les produits, mais les accessoires également. Ils ont un budget de 5 000 € maximum à dépenser ou à investir, on le prend comme on veut, dans des pièces de la gamme BMW Motorrad pour partie, et une partie pouvait être prise à l'extérieur. Donc on ne voulait pas non plus les limiter, mais on voulait réserver un budget limité de façon à ne pas avoir des trucs exponentiels. Donc nous sommes ici au Brand Store, je le répète, pour une journée qui est consacrée en fait au jury que BMW a décidé de désigner pour élire la meilleure moto. Mais ce n'est pas tout. Non, effectivement, on veut donner aussi la chance aux amateurs de moto, et autres d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas besoin d'être un amateur de moto, simplement un amateur d'art, je dirais d'une certaine façon, de donner leur voix également à la moto de leur choix. Autrement dit, le Brand Store, il est toujours ouvert 6 jours sur 7 pour tout le monde, l'entrée est gratuite bien entendu, et les visiteurs vont pouvoir choisir la moto qui leur plaît à eux. Tout ça, c'est ouvert jusqu'au 10 mars. Donc, on vous donne rendez-vous jusqu'au 10 mars pour venir visiter le Brand Store BMW de Bruxelles et choisir, élire la moto qui vous semble être la plus belle. On est heureux de voir comment nos concessionnaires ont emboîté le mouvement, parce que tous se sont pris dans le jeu
en ayant un budget limité aussi, de façon à prouver qu'il y a moyen de faire sa 90 à son goût, sans avoir besoin d'investir de trop. Donc le vintage n'est pas une mode passagère, parce que ça fait déjà quelques années qu'elle nous anime. Et écoute, il y a qu'à voir le succès de foule que génère la bourse de Wiese. Je ne sais pas si tu connais cette bourse qui a lieu 2 fois par an. Très très bien cette année. Là. Voilà, absolument, très très bien cette année, parce que BMW est à l'honneur. On y va. Yves, bonjour. Oui. Tu es Yves de Manet, tu es l'organisateur de Wiese, l'incontournable événement de Wiese. Alors, Wiese a lieu 2 fois par an. 2 fois par an. À l'époque, pas. À l'époque, la plus vieille affiche que j'ai date de 1987. Mais apparemment, il y avait déjà des éditions avant celle-là, donc de 1985. Et moi, je suis venu dans l'organisation dès 1990. Et à un certain moment, j'avais l'impression qu'il y avait des gens qui étaient passionnés par les grosses cylindrées, mais aussi des gens intéressés par les petites cylindrées. Et j'ai fait la distinction à un certain moment de promouvoir les petites cylindrées en septembre, la deuxième bourse, oui, et une bourse en février pour les grosses cylindrées. Comme ça, tout le monde est content. Dis-moi, si je compte plus ou moins bien, ça fait 50 ou 60 organisations que tu as fait ici? Non, c'est moins. Je crois que la première fois qu'on a organisé 2 fois par année, c'était en 1999. D'accord. L'année avec Sarolia, qu'on a proposé. Donc on est quand même pas loin de 40. Non. Mais franchement, je ne fais plus le compte parce que... J'imagine. Est-ce que tu trouves qu'il y a eu une évolution depuis 1990? Oui, bien sûr, parce que les motos de 1900 maintenant ont déjà 26 ans. Oui. Donc on les trouve maintenant ici. Les motos neuves de l'époque sont maintenant ici. Donc il y a des gens qui sont un tout petit peu déçus qu'on ne trouve plus les grandes marques avant-guerre, même avant la Première Guerre mondiale. Ça devient très difficile, les 4 cylindrées de FN par exemple. Oui, puis ça devient aussi très cher. Très cher. Ouais. Donc on doit comme bourse aussi évoluer. D'accord. Et le public a évolué. Le public est plus jeune, je vois quand même. On a toujours les mêmes têtes, on voit quand même souvent les mêmes. Mais il y a quand même des jeunes. Heureusement pour moi. Bien sûr. Sinon, j'ai dit pendant des années que mon public vieillissait d'année en année. Mais maintenant, je vois qu'il y a quand même une continuation dans le public, ce qui est bien pour le futur de la bourse. Oui, ça c'est sûr. Oui. Cette année, c'est BMW qui est mis à l'honneur dans la première partie du salon. Oui. Et chaque année, tu trouves en fait un thème. En ce qui me concerne, c'est obligatoire. Parce que le thème attire les passionnés de la marque. Bien sûr. Et ce sont des gens qui autrement n'y viennent pas. Donc chaque année, en attirant un nouveau public, je suis sûr que la bourse continue. Parce que sans thème, je crois que ça diminuerait immédiatement. Oui, tout à fait. Et dis-moi, toi, tu roules? J'ai une Triumph Bonneville. Ce qui n'est pas mal. Et j'ai commencé, j'ai mis la photo même sur Facebook. J'ai commencé avec une BMW 75/6 de 76. C'était ma première moto. Donc tu es quand même un pur produit moto. Oui. À l'époque, on avait, mes parents et mes frères, on avait 13 motos à la maison. Ah oui, quand même. Oui. Et toujours, moi, je ne suis pas vraiment bricoleur. J'ai vu mes frères bricoler une moto, mais ça, c'est pas mon truc. Pour moi, une moto doit démarrer et je mets de l'essence, je nettoie la bougie. Et c'est parti. Et c'est parti. C'est pour ça que j'avais la BMW 75/6, parce que c'était une moto extrêmement fiable. D'accord. Oui.
Bon, ben écoute, je te souhaite encore 20, 30 ou 40 ans d'organisation de Wheels. Il va falloir chercher pour trouver des thèmes, mais Tout à fait, tout à le fait, monde tout de la à moto fait. est quand même très vaste. Et moi, je viens de faire un tour et c'est toujours aussi amusant. D'abord, on est interpellé à gauche, à droite. Salut, comment vas-tu? Viens, on va boire un café. Donc, c'est vraiment une chouette ambiance à Wheels. Moi, finalement, je viens de Liège. C'est pas si loin que ça. J'ai mis 1h40. Donc voilà, pour le moment, il n'y a pas de circulation, nous sommes le week-end. Donc moi, je dis à tout le monde, venez à Wies. Vous le savez, j'ai pas mal de visiteurs qui viennent du nord de la France. Oui. Wies est plus près que Paris, par exemple. Tout à fait, bien sûr. Donc c'est très bien. Yves, merci. Et on va continuer à faire un petit tour dans le salon. Très bien. Un petit secret, le thème de l'année prochaine, c'est éducatif. Voilà. Vous êtes le premier à l'apprendre. Ça, c'est top. Donc, tu peux me donner le thème du mois de septembre? Oui, bien sûr. On a remarqué qu'il y avait quand même une grande attention pour les petites cylindrées italiennes. Et donc, on va en faire une deuxième partie avec des marques qu'on ne connaît presque pas. Et tu as un réseau particulier pour trouver tes motos? Ou bien c'est de bouche à oreille? De bouche à l'oreille. Il y a pas mal de gens qui me demandent quand est-ce que tu vas faire ça, quand est-ce que tu vas faire ça. Donc il y a une demande d'exposition. Et des clubs alors qui mettent leur moto à ta disposition. Voilà, comme cette fois-ci le club BMW. Parfait. Merci Yves. Allez, bonne promenade encore. Merci. Bon, après cette visite chez des vieux passionnés, tous vieux d'ailleurs finalement. Tous jeunes d'esprit. Tous jeunes d'esprit en tout cas, et qui sont portés par la passion du deux roues, qui j'espère durera encore longtemps. Mais est-ce que tu peux lever un peu le voile sur le futur de BMW? Est-ce qu'on va rester sur du thermique, il y aura de l'électrique, même dans des modèles phares comme ceux qu'on a évoqués au début d'émission? Qu'en est-il? Il y a deux choses. Je dirais, il y a l'aspect motorisation qui va évidemment évoluer, ça n'arrête pas. Quand tu parles d'évolution, c'est les normes Euro 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on ne sait pas où ils s'arrêteront. Et d'autre part, la volonté des constructeurs et de BMW en particulier de faire évoluer ces moteurs. Je pense que le moteur thermique, il a encore un très bel avenir, il va encore pouvoir améliorer. On va continuer pendant encore de longues années avec le thermique. À côté de ça, il est clair que l'électrique aura une place qui va prendre de l'importance. On le voit déjà avec le scooter, et il est clair que nous pensons à d'autres véhicules électrifiés dans la gamme BMW Motorrad. On a présenté un scooter concept l'année dernière qui est électrifié. On a présenté il y a 2 ans à l'occasion des 100 ans de BMW un concept que je trouve exceptionnel vraiment, qui montre que la moto évolue, mais que le motard évolue également. Les technologies utilisées par le motard vont évoluer. La connexion avec la moto va évoluer très fortement aussi. Et donc c'est ce vers quoi nous tendons. On sait que nous aurons à terme la possibilité d'avoir dans le casque, et puis sur le très long terme, comme on a vu sur le Vision Next Motorrad de BMW dans les lunettes, la lecture tête haute. On a, et là on y travaille déjà depuis un moment avec d'autres constructeurs dont Honda, la possibilité d'avoir une connexion, l'Internet des choses d'une certaine façon, entre les autos, les motos, mais également les choses, c'est-à-dire les feux de signalisation, de façon à pouvoir anticiper s'il y a du verglas, s'il y a un accident, si la route est dégradée et autre chose, de façon à améliorer encore la sécurité du motard, qui permet au motard d'avoir encore plus de plaisir quand il est au guidon. Ouais. Il se concentre effectivement sur sa conduite et il ne s'embête pas à savoir est-ce qu'il a gelé ou autre chose. Rassure-moi quand même Christophe que quand même un des leitmotifs du développement du futur va quand même rester le plaisir. Alors c'est ça qu'on veut faire, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur toute cette interconnectivité entre les motards et les automobilistes, pour que le motard puisse avoir plus de plaisir et pas être stressé par ce qui pourrait arriver derrière le virage sans le savoir. Ça ne veut pas dire non plus qu'il va être encore plus tête brûlée, mais ça veut dire qu'il va pouvoir rouler l'esprit plus libre en ayant plus de sécurité encore sur sa moto. Mais croyez-moi, notre but, c'est que le motard puisse toujours prendre son pied sur la moto. J'espère. Tu nous parlais de moteur thermique. Eh bien, figure-toi que rejaillit du passé une vieille querelle qu'on croyait disparue à tout jamais, c'était 2 temps contre 4 temps, avec l'arrivée du 2 temps à injection. Et en fait, nous avons essayé les Husqvarna 250 à injection 2 temps
et 350 4 temps injection, afin d'avoir une réponse. Curieux de voir ça. Absolument. Je vous propose de découvrir ça tout de suite. Gaz. Husqvarna. Ah, la nature et le calme. Rien de tel pour accueillir nos belles Suédoises. Dotée de l'injection avec un graissage séparé, cette nouvelle 250 injection ne manque pas d'arguments. Réservoir d'huile de 700 cc, une injection Dell'Orto de 39 mm, des suspensions arrière montées sur biellette, grosse fourche aux multiples réglages et une qualité de fabrication toujours au top. Mais après le calme, cette injection est gérée par un cerveau prenant en compte tous les paramètres d'air ambiant, d'altitude, d'ouverture de la poignée de gaz. Toutes ces informations sont transmises afin d'optimaliser le rendement du moteur. Si cette technologie est maîtrisée depuis longtemps sur les moteurs 4 temps, c'est seulement maintenant que les constructeurs ont l'air de vraiment s'y intéresser. Pourtant, en 2001, Aprilia avait déjà sorti un scooter 50cc 2 temps à injection qui ne manquait pas d'arguments, comme par exemple sa consommation qui lui permettait une autonomie de 550 km avec 8 litres de carburant. Curieusement, la presse l'avait complètement ignoré à l'époque. Rolls-Royce, en son temps, avait pour l'aviation conçu un 2 temps de 26 000 cm3 et de 5 000 chevaux. Et enfin, tout dernièrement, Ford a présenté un F-150, cette énorme pick-up à l'américaine, avec un 6 cylindres 2 temps à piston opposé qui développe 270 chevaux pour une consommation de 6 litres 4. Vu les moyens déployés par les constructeurs pour développer les moteurs diesel et essence, on se demande quand même si le 2 temps n'a pas fait l'objet de rudes batailles afin de le laisser aux oubliettes. Jeff, pour cette saison, tu as dû choisir entre la 250 à injection et la 350 à injection aussi. Oui, tout à fait. C'est deux motos qui sont tout à fait comparables en termes de performance, mais pourtant très différentes au niveau du comportement. La 4 temps se veut posée, relaxe et pourtant très adhérente, alors que la 2 temps, elle est plus nerveuse, plus jouette. Et je dois dire que personnellement, j'ai préféré le rapport poids-puissance de la 250 2 temps à la version 4 temps. Par contre, je serais curieux de savoir la différence entre la 250 2 temps à carbut 2017 et la version 2018 à injection. Pour ça, demande à Arnaud, il roule en junior, championnat de Belgique enduro, avec une version à carburateur. Il est là-bas. Oh Arnaud, t'arrêtes que tu roules en junior? Nationaux maintenant. Personnellement, pour le couple et emprunter des grands chemins, de la grande balade, je crois que la 354 temps n'est vraiment pas mal. Par contre, quand on est dans du plus technique et des choses un peu plus compliquées, dans des chemins un peu plus serrés, je crois que la 250 s'impose. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, je pense tout à fait comme toi. Quand tout à l'heure on est descendu dans le bois, la 2 temps on part beaucoup moins. Que la 4 temps directement on a beaucoup plus d'inertie. Écoute, c'est vraiment la plage d'utilisation. Je l'ai vraiment ressenti très fort aujourd'hui. On a moins le gros coup de fouet de la carbu. Et ici on a une moto qui est beaucoup plus linéaire en fait. Et pour te balader? 2,5. Pour la compétition? Sur le championnat de Belgique, je pense que la 3,5-4 temps est quand même vachement efficace. Et pour quelqu'un qui débute? Écoute, c'est tout à fait mon profil. Je partirais plutôt sur la 2,5 parce qu'en plus, un élément non négligeable, c'est clairement l'entretien, le coût de l'entretien. Et pour le côté fun? Je pense que le 2 temps a encore de beaux jours devant lui. Oui, donc voilà. Chaud. Christophe, on est déjà au terme de cette émission, le temps passe vraiment beaucoup trop vite. On a parlé de choses passionnantes, on a parlé de BMW, de son actualité, de son futur surtout, qui je crois est important. Et je voudrais te remercier des informations que tu nous as transmises et en tout cas te remercier encore une fois de ton invitation, on a été très bien reçus, merci beaucoup. Merci d'être venu à la nous rendre prochaine. visite, à très bientôt et bonne route surtout. Merci.
Bon, quant à moi, je vous donne évidemment déjà rendez-vous pour la 3e émission de Carter et Piston le mois prochain. Continuez à liker, s'il vous plaît, continuez à aimer et à partager un maximum cette émission, bien sûr, si vous l'aimez. Je vous remercie encore une fois des nombreux encouragements que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer et aussi des très bonnes idées que vous m'avez suggérées. Donc les beaux jours arrivent, il va être temps de ressortir les bécanes et de se faire plaisir, mais d'ici là, gaffe sur la route. À bientôt. J'avais dessiné sur le side son doux visage qui me souriait.